première table ronde. Que faut-il réparer et comment ? Bonjour, bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez dans ce colloque éthique, comment expliquer la panne de production française, les freins à la croissance? Ce sont les questions qu'on se pose ce matin après une première introduction avec le ministre Arnaud Montebourg et Sophie de Menton. On enchaîne tout de suite avec la table ronde. La première, que faut-il réparer et comment? On est ravis d'accueillir autour du plateau Loïc Le Floch-Prigent. Bonjour Loïc. Bonjour. Vous êtes président directeur général de LLFP Consulting, votre société de conseil. Avec vous, on va voir comment on pourrait libérer les normes de l'industrie. Effectivement, on parle beaucoup d'inflation normative. Dans l'industrie, il y en a aussi énormément et ça participerait, en tout cas, du redressement de la France. À vos côtés, Hervé Le Sen. Bonjour Hervé. Bonjour. Vous êtes le président de Grignon 2026. On va resituer dans un instant ce qu'on fait. Quel est ce projet Grignon 2026 ? Là, on va s'interroger avec vous sur les freins dans le secteur agriculture, agronomie. Quelles solutions ? On a évoqué un petit peu le sujet avec, il y a un instant avec Arnaud Montebourg, qui est entrepreneur effectivement dans l'agriculture. Et on verra avec vous comment on peut faire. Et puis à distance, on est ravis d'accueillir Adélaïde Motte. Bonjour Adélaïde. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée d'études à l'IREF. L'IREF, c'est quoi ? Alors, l'IREF, Institut de recherche économique et fiscale, c'est donc un institut de recherche ou un think tank pour ceux qui parlent anglais, oui, qui produit des articles et les diffuse sur son site web et dans sa newsletter quotidienne. Et donc, il produit des articles sur un peu tous les sujets, mais avec une forte appétence dans les secteurs de l'économie, de l'entrepreneuriat, de l'entreprise, de l'industrie. D'accord. Et avec vous, on verra quelles sont les contraintes qui pèsent justement sur nos entreprises. Voilà. Alors, on commence avec vous, Loïc, si vous le voulez bien, pour parler de cette industrie. On l'évoque souvent. C'est vrai que la place de la France, qui a tendance à se dégrader un petit peu, une industrie qu'on a peut-être à un moment abandonné, qu'on a laissé. Voilà, on s'est dit, chez nous, ça va être les services, ailleurs, on va produire, il y aura des plateformes mondiales, il y aura l'atelier du monde, la Chine, on exportera comme ça. Et puis, ce modèle a été bouleversé par la première crise sanitaire, et puis par la crise de l'énergie. On est en train de redécouvrir qu'il faut, pour de l'emploi, pour une société saine, plus d'industrie chez nous. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est-à-dire que les crises dont vous parlez sont des révélateurs. Ce ne sont pas les moments où les choses se sont passées. Les choses sont passées bien avant, avec une mondialisation que nous avons voulu et dans laquelle nous n'avons plus notre place parce que nous n'avons pas cherché la place que nous devions avoir. Et ceci parce que les normes ont pris le pas et les sanctions, le fait qu'il fallait montrer l'exemple au monde entier, a pris le pas sur la réalité. D'un côté, je crois que Arnaud Montebourg l'a très bien démontré, nous avions une volonté d'aller vite dans l'écologie et nous avions la volonté de montrer au monde qu'il fallait aller vite, et nous avons oublié que le monde fonctionnait par ailleurs et nous renvoyait les produits. Et par conséquent, nous appliquons des normes restrictives à un grand nombre d'industries du pays, et nous faisons disparaître en conséquence les industries en question, parce qu'elles ne peuvent pas suivre leur prix étant trop important. Ou elles vont produire ailleurs. Où elles produisent ailleurs, où elles se délocalisent, et pendant le même temps, nous avons les produits qui arrivent de l'étranger et qui n'appliquent pas ces normes par définition, et par conséquent qui nous envahissent. Alors, je vais donner quelques exemples, puisque tout dernièrement, le président public est parti sur l'industrie pharmaceutique. L'industrie pharmaceutique, qu'est-ce que c'est ? Bon, c'est deux types de produits, des produits chimiques et des produits issus de la biologie, c'est-à-dire de fermentation et de culture. Sur les produits chimiques, la France considère que la chimie, c'est pas bien. Alors, on va le voir tout à l'heure, on parlera des plastiques, mais la chimie a été attaquée sur toutes ses coutures par les normes françaises et certaines normes européennes, ou la traduction des normes européennes en françaises. Donc, on a fait disparaître la chimie. Donc, une partie importante des principes actifs pour les médicaments est maintenant faite hors de France. Tout naturellement. C'est-à-dire que tout le monde était d'accord pour que cette industrie chimique impie
disparaissent. Oui. Bon. Et puis, à un moment, et ça a été le révélateur, on a dit, mais tiens, les médicaments n'arrivent plus. Ils n'arrivent plus parce qu'il y a les Covid, parce que tout le monde les veut, parce que... Et on s'est aperçu à ce moment-là que les principes actifs qui étaient à l'étranger pour 20% il y a 20 ans, sont aujourd'hui à 80% à l'extérieur. Mais nous l'avons voulu. C'est-à-dire qu'à force de délocaliser, on n'a plus cette souveraineté dans beaucoup de domaines, notamment les médicaments. Pharmacie, ça vient d'arriver. C'est-à-dire qu'il y a le président de la République a parlé de la pharmacie en disant on va remettre les choses en ordre. On ne va pas remettre les choses en ordre. Le problème, c'est que les normes environnementales aujourd'hui pour faire de la chimie ne sont pas adaptées au monde entier. Et donc, nous avons un traitement des dossiers, un traitement normatif, et nous avons les fonctionnaires pour faire respecter les normes qui ne permettent pas à l'industrie de revenir. Mais si je comprends bien. Et tant que nous n'avons pas compris pourquoi on a fait disparaître une part de l'industrie comme la pharmacie, tant qu'on n'a pas compris ça, les mesures que l'on prend ne sont pas adaptées. Puisque il s'agit de dire, est-ce que nous sommes capables de produire en France à un prix déterminé ce qui est fait en Inde et en Chine? Il est clair que notre production est 3 fois à 4 fois plus chère que la production en Inde en Chine. Quelles conséquences en tirons-nous? Est-ce qu'on en tire la conclusion qu'il faut payer 3 à 4 fois plus nos produits? Ou est-ce qu'on en tire la conclusion que on va rester comme ça, et puis on va simplement faire de la présentation, ce qu'on appelle le conditionnement, faire du flaconnage, comme ce qui a été conclu hier. C'est-à-dire qu'on a dit aux gens, vous avez de l'amoxicilline, on va faire, avec 30 millions, on va faire de l'amoxicilline à Évreux. Non, avec 30 millions, on fait pas de l'amoxicilline à Évreux. C'est-à-dire que si jamais on prend le produit à l'extérieur, on ne fait que du flaconnage. C'est très bien le flaconnage, ça crée des emplois, mais c'est pas le sujet. Mais c'est pas le sujet. Donc il faut essayer d'arriver à traiter les sujets. Alors le sujet que nous avons aujourd'hui dans les normes environnementales sur un grand nombre de dossiers et de filières, il est fondamental. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, par exemple, vous faites disparaître l'ensemble de l'industrie française de l'automobile en disant on ne voit plus de voitures thermiques. Le monde entier va continuer à faire des voitures thermiques. Nous, on n'en veut pas. Très bien. Alors vous faites disparaître l'ensemble des voitures thermiques en France. Alors on va les faire, vous inquiétez pas, on va les faire au Maroc, on va les faire en Turquie, on va les faire dans d'autres pays. Alors, il y aura des voitures thermiques pendant 150 ans. Mais est-ce que ça veut dire... Mais nous, on ne veut pas la faire. Alors c'est la norme, et puis on va finir par en acheter, parce qu'il va falloir quand même qu'on en ait. Donc c'est cette volonté permanente de faire une norme absolument universelle, alors qu'elle n'est faite qu'en France, qui nous met en situation difficile aujourd'hui et qui a fait disparaître point par point toute l'industrie française. Et cette industrie continue à disparaître, c'est pas fini. On n'a pas arrêté... Ce que vous dites, Loïc Lefebvre-Clément, c'est qu'à force de vouloir finalement laver plus blanc que blanc ou plus vert que vert, voilà, pour toutes les dimensions écologiques qui sont pas mauvaises en soi. Hein. C'est vrai qu'il y a une catastrophe écologique ou réchauffement. Il faut faire des choses, mais on a l'impression qu'on se fait des normes que pour nous. On se tire une balle dans le pied. On se tire une balle dans le pied de façon permanente en disant... Et les Allemands, d'ailleurs, ont dit non sur la voiture. Ils ont dit 2035, non. Absolument. Et nous, on a combattu. On dit, mais non, on continue. Mais oui, alors, donc on est en train de dire, bien, vous inquiétez pas, il n'y aura plus de voitures en France, autres que des carrossiers et des assembleurs, et puis les voitures seront faites ailleurs. Et on commence déjà. C'est-à-dire que déjà, la voiture électrique Dacia, qui s'appelle la Spring, est faite complètement en Chine. Donc on a bien compris, c'est-à-dire que non seulement on a fait disparaître la voiture thermique et on fait disparaître la voiture thermique en France, mais en plus la voiture électrique, on sait qu'on va la construire ailleurs. Donc on se tire une balle dans le pied de façon permanente. Alors, ce qui est important pour nos spectateurs et nos auditeurs, c'est de dire que la situation actuelle de l'industrie française se dégrade encore et n'est pas stabilisée. Donc la première chose, c'est essayer de stabiliser au moins la situation actuelle. C'est-à-dire qu'on ne fasse pas disparaître encore plus l'industrie dans les mois et les semaines à venir. Or, le fait de continuer à avoir ce normatif trop difficile et cette application des normes, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que, ayant des normes, on ait des dérogations, on ait des arrangements. Non, on est plus royaliste que le roi à chaque fois. La norme, c'est la norme et on n'en déroge pas.
Et c'est un des points aussi importants de l'administration française, c'est qu'elle n'aime pas la dérogation. Donc c'est les deux points. Un, nous sommes dans des normes qui ne sont pas adaptées au monde. Deux, notre administration n'est pas adaptée à la dérogation, c'est-à-dire à l'idée que le fait de prolonger la vie de l'industrie et progressivement de l'amener à être meilleure, que cette dérogation n'existe pratiquement pas dans notre pays. C'est-à-dire qu'on a une mise en demeure. On dit, écoutez, voilà, vous n'avez pas l'autorisation dans les conditions actuelles de fabriquer. Et par conséquent, on ne vous donne pas l'autorisation de fabriquer. Et ces mises en demeure sont quotidiennes en France. 85% de l'industrie française ont des mises en demeure permanentes des différentes administrations. Voilà. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Alors, on est sans arrêt attiré par le soleil, par les grandes entreprises, par les grands investissements ci ou là à coups de milliards. L'industrie française, c'est d'abord un tissu industriel. Ce tissu industriel périt à cause des normes et de l'application des normes, les deux. Ouais. On va justement au sujet des contraintes qui pèsent sur nos entreprises, poser des questions à Adélaïde Motte qui est à distance, chargée d'études à l'IREF. Adélaïde Motte, justement, vous avez étudié au sein de l'IREF ces contraintes. Est-ce que vous êtes d'accord avec le constat un peu brutal dressé à l'instant par Loïc Le Floch-Prigent? Alors, le constat sur les normes, effectivement, on est tout à fait d'accord à l'IREF. Il y a énormément de normes, beaucoup trop, et qui entravent le travail, justement. Il y a un autre point qui entrave le travail, c'est son coût. Donc, il y a des normes, il y a aussi un coût énorme. On dit toujours qu'on est... Vous avez un certain nombre de personnes qui vous disent qu'elles ne veulent pas travailler en France parce qu'elles seraient mieux payées ailleurs. Donc, c'est parce que le coût du travail est trop important. Mais d'un autre côté, on vous dit, après tout, la France est que 5e ou 6e dans le classement des pays où le travail coûte cher. Donc, ça va. Bon, on pourrait déjà dire que 5e ou 6e sur une vingtaine de pays, c'est quand même pas mal. Et après, ces gens vous disent, en plus, les dernières places sont occupées par la Roumanie et la Bulgarie, donc c'est un peu normal qu'on soit un peu dans le haut. Mais en fait, le coût du travail est divisé en deux parties. Vous avez les traitements et les salaires et les contributions sociales, qui sont à la charge de l'employeur et qui sont appelés les coûts non salariaux. Et sur ces coûts non salariaux, la France a la plus forte part, c'est-à-dire 32,8%. Donc en fait, vous avez des charges sociales et patronales qui sont dans le salaire, mais qu'on retire aux salariés pour les envoyer à l'État, ce qui fait que le salarié n'a pas l'argent qu'il devrait avoir. Qui fait que ce que l'employeur donne n'arrive pas dans la poche du salarié, et donc le salarié se dit, mais attendez, je suis mal payé. Pas complètement faux. Alors c'est vrai, Adélaïde, c'est vrai que lorsqu'on a son premier salaire, entre le brut, le net, puis le rabot des impôts, et puis par rapport à ce que paye le patron, c'est vrai que c'est pratiquement du simple au double. Hein. C'est du simple au double. Les charges, ça représente 76% du salaire brut, mais en fait, ça représente plus de 100% du salaire net. Donc, quand vous travaillez, là, on est le 14 juin, vous avez bientôt fini de travailler pour l'État, réjouissez-vous, après, ce sera pour vous. Ou inversement, on a fini de travailler pour nous, on commence à travailler pour l'État jusqu'à la fin de l'année. D'accord. En plus, oui. Par exemple, nos charges salariales sont 3 fois plus élevées qu'au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. Or, le Royaume-Uni et les Pays-Bas ne sont pas non plus des enfers sur Terre. Donc, ça veut dire que les employeurs ne peuvent pas payer leurs salariés comme ils le voudraient, donc les actifs se trouvent mal payés, et donc ils s'en vont. Vous avez quand même 31% des jeunes diplômés qui quittent la France. 31%, 1 sur 3. 31%, 1 sur 3. Moi, un autre, et le dernier il est parti. Donc, vous avez une désindustrialisation et une perte de savoir-faire, et donc, Madame de Menton expliquait qu'il y avait un plein emploi et qu'on n'arrivait pas à recruter. Vous savez pourquoi? Parce que les personnes qu'on pourrait recruter s'en vont, parce qu'elles ne sont pas assez payées. Et pourtant, on peut baisser les charges, en fait. Alors, on pourrait faire un colloque entier pratiquement sur la baisse des charges, donc je vais être rapide. Mais déjà, on sait que d'autres pays européens le font, pardon. Il y a une dizaine d'années, il y a certains pays qui sont comparables aux nôtres qui avaient des problèmes de compétitivité et qui les ont résolus en transférant les charges qui pesaient sur le travail vers l'impôt sur le revenu et les taxes sur la consommation. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas forcément réduit beaucoup les revenus de l'État, et que par contre, ils ont transféré. Donc, il y a eu un choc d'offres, un redressement de la compétitivité. Ça a été le cas de l'Allemagne, de la Suède et du Danemark. C'est Lee Cohen, qui est économiste français et chercheur au CNRS, qui avait travaillé sur le sujet. Donc, vous avez ça d'une part, et d'autre part, vous avez la baisse des dépenses. Les charges patronales, par exemple, ça sert à alimenter le CPF. Vous savez, ce fameux compte où vous avez des centaines, voire des milliers d'euros et vous y touchez jamais parce que vous n'avez pas de formation qui vous intéresse. On pourrait se dire que ce serait quand même plus simple
d'avoir les centaines, voire les milliers d'euros sur votre compte, et éventuellement de faire une formation si vous en avez besoin, et de prendre une formation qui va vous intéresser et qui ne sera pas passée par le tamis des diverses réglementations et normes qui font qu'elles sont éligibles au CPF. Et accessoirement, vous auriez beaucoup moins d'arnaques puisque vous n'auriez pas ce compte où il y a de l'argent, vous ne savez pas quoi en faire. Et donc, il y a des personnes mal intentionnées qui en profitent pour vous appeler, pour vous dire hey, vous avez de l'argent, venez nous le donner. On reçoit au moins un SMS par semaine pour utiliser ce fameux compte. Donc ça, c'est une piste de solution. Est-ce qu'il y en a d'autres un peu plus macro? Parce que on sait très bien que le niveau des charges, il sert aussi à payer tout un tas de choses. C'est pas évident de le réduire, mais on pourrait prendre l'exemple, vous dites, de pays nordiques qui l'ont fait. C'est ça. On pourrait prendre, en fait, alors vous parlez d'un exemple macro, on va donc s'attaquer au système de santé. Alors dans le genre macro, ça se pose là. Encore une fois, on pourrait faire un colloque entier là-dessus. Mais Madame de Menton a évoqué un chiffre intéressant, c'est que 85% des Français font confiance à leurs entreprises, y compris pour leur santé. Donc, les entreprises négocient déjà avec des mutuelles pour les proposer à leurs salariés et avoir des tarifs intéressants et des prestations intéressantes également. Donc, mais le problème, c'est que ces mutuelles ne sont pas en concurrence avec la sécurité sociale pour l'instant. Elles la complètent. Et vous pourriez très bien l'imaginer en travaillant dessus, évidemment, on va pas le refaire en 5 minutes ici, donc que la sécurité sociale soit mise en concurrence et ça baisserait drastiquement les dépenses du gouvernement, puisque la sécurité sociale, c'est par ricochet, etc., le gouvernement. Vous diminueriez les dépenses de l'État et donc vous pourriez diminuer les charges salariales, puisque les charges salariales, c'est majoritairement la sécurité sociale. Oui. Donc ça vous ferait autant d'argent sur votre compte. Voilà par exemple des choses pour baisser cette pression. Alors on continue notre tour de table avec Hervé Le Sen. Alors vous, Hervé, vous êtes président de Grignon 2026. On resitue, pour ceux qui n'auraient pas suivi les précédents colloques, ce qu'est Grignon 2026. Oui, alors peut-être 2 mots de présentation, parce que autant Loïc est connu de tout le monde, moi je suis pas très connu. Donc je suis un entrepreneur, j'ai créé ma société qui fait des arômes naturels il y a 30 ans, et j'étais administrateur de l'ANIA, qui est le lobby agroalimentaire, et qui essaye donc de comprendre la mutation de l'industrie agroalimentaire. Alors, en fait, le projet de Grignon, donc Grignon, c'est un site magnifique, aux portes de Paris, à 30 minutes de la porte de Saint-Cloud, qui est près de Versailles, et qui est le site historique d'AgroParisTech, l'école qui forme depuis 2 siècles des ingénieurs agronomes. Et le ministère de l'Agriculture donc a décidé de regrouper l'agro donc dans le site de Saclay, aux côtés de Polytechnique, Centrale et toutes les nombreuses facultés que l'on connaît bien, et de vendre ce magnifique site de Grignon à des promoteurs immobiliers. Donc on s'est organisé en association avec nos 50 000 ingénieurs agro pour proposer un projet alternatif qui est de créer donc un Davos de la transition écologique et alimentaire sur ces 300 hectares, donc où vous trouvez des bâtiments de formation, d'innovation, des laboratoires, un château où on peut faire des colloques et une forêt magnifique. Donc c'est un campus de biodiversité qui est accessible donc à tous les Parisiens d'Île-de-France. Donc le site est magnifique. Pourquoi Grignon 2026 ? Alors 2026 parce que on fêtera en 2026 le bicentenaire donc de l'école, et on voudrait absolument que ce site commence à fonctionner avant 2026 bien sûr. Avec l'ancien ministre Arnaud Montebourg, tout à l'heure, on a évoqué justement ce secteur agricole. Justement, on parlait des freins dans les différentes industries, ce qui pèse, la norme également. Est-ce que c'est le cas dans le secteur agronomie ? C'est tout à fait la même situation. C'est-à-dire que il faut savoir qu'il y a 2 siècles, le français, la part de l'alimentation dans le budget des ménages était d'environ 80%. Dans les années 50, il est tombé à peu près 40%. Aujourd'hui, on en est à 12%. C'est-à-dire que le Français moyen ne dépense que 12% de son revenu dans l'alimentation. Et avec la crise du Covid, on s'est aperçu 2 choses. D'une part que, comme dans tout le reste de l'industrie, on avait un problème de souveraineté, c'est-à-dire qu'on dépendait des matières premières achetées dans le monde entier. Donc il fallait peut-être là aussi réfléchir à la filière. Et d'autre part, on s'est aperçu que
manger, c'était une nécessité de premier ordre, si je puis dire. Et d'ailleurs, le seul secteur qui n'a pas eu un jour de grève, c'est bien l'industrie agroalimentaire, l'agriculture et la grande distribution. Donc toute la filière a continué à nourrir nos 67 millions de Français pendant 2 ans de Covid. La part des Français, justement, la part du budget, elle a augmenté justement avec les coûts, avec l'inflation. Alors là, actuellement, il faut savoir qu'on est en déflation depuis 20 ans dans l'industrie agroalimentaire. Hein. Donc les marges se sont réduites considérablement. Bon, on parle toujours des grandes multinationales, mais qui ne font pas leur activité et leur profit en France. Moi, je parle des 20 000 PME que regroupe l'ANIA, qui sont des entreprises locales, de terroir, et qui, elles, ont beaucoup souffert depuis 20 ans. Donc, effectivement, le Covid et puis l'augmentation des matières premières a permis de restaurer une marge convenable. Donc, aujourd'hui, les agriculteurs retrouvent un petit peu, et les industriels de l'agroalimentaire retrouvent un petit peu de souffle. Mais il faut bien comprendre que c'est un combat, je dirais, de toujours, en permanence, parce que vous avez d'un côté la grande distribution, bien sûr, qui est dans son rôle, qui négocie, mais en fait c'est le consommateur qu'il faut convaincre en lui disant l'alimentation c'est un besoin essentiel, l'alimentation c'est la santé, donc il faut consacrer plus d'argent à l'alimentation que dans le passé. Et c'est ça que nous voulons développer à Grignon. En fait, à Grignon, c'est quoi? Ça veut être un campus ouvert à toutes les idées, donc sans préjugés, rassembler tous les acteurs de la filière qui se battent aujourd'hui en disant la valeur ajoutée, c'est pas moi qui la prends, etc. Sans parti pris, donc réunir à travers donc des rencontres, des colloques, des séminaires, des think tanks, à la fois des entrepreneurs, des chercheurs, des étudiants, et tout ce monde-là réfléchir sans tabou à ce que doit être l'alimentation. Hier, je déjeunais avec Jacques Attali, qui a fait un livre fantastique sur l'alimentation, et il disait qu'on ne voit pas assez grand. Nous, industriels, il nous reprochait de ne pas voir assez grand. Il nous disait, mais faites de grands projets, lancez de grandes idées pour remettre en avant ce qu'est l'alimentation et ce qu'est l'agriculture. Et c'est l'objectif de Grignon, donc d'avoir un lieu médiatique, symbolique, qui cristallise, je dirais, toutes ces notions et tous ces défis majeurs auxquels nous sommes confrontés. On parlait tout à l'heure avec le Fruit Préjean de choc de simplification. Voilà, il y a 10 ans déjà ce choc de simplification. On n'a pas l'impression que ça soit beaucoup amélioré. C'est l'inverse qui a eu le choc de simplification. À chaque fois qu'on simplifie, on rajoute une couche. Et cela, c'est effectivement, il y a eu choc de l'inverse. Pourquoi? Parce que finalement, dans l'ensemble des textes, lois, décrets, etc., on ne regarde jamais l'impact que l'on a sur la réalité. C'est-à-dire qu'on a une vue intellectuelle des choses. Et l'impact, ça se mesure en étudiant les effets pervers des mesures effectuées. Toujours. Bon. Alors, quand on dit, par exemple, on va faire en sorte qu'il n'y ait pas d'artificialisation des sols. C'est une mesure, on dit, bah oui, quand même, si jamais il y a trop de béton, c'est pas bien. Alors, vous voyez, c'est bon. Et pour l'ensemble de la population, on dit, bah, bravo, hein, arrêtez le béton. Simplement, si on attend, comme pour mon ami Louis Leduf, si on attend 6 ans pour avoir une décision positive sur une implantation, et si au bout de ces 6 ans, on vous dit, mais il faut encore attendre 2 ans parce qu'il y a un certain nombre de choses, parce que la loi a changé, ben, c'est pas terrible. Lorsque on a une friche industrielle, on dit, oui, il faudrait quand même que le sol soit amélioré. Oui, mais qui va payer l'amélioration du sol compte tenu des pollutions précédentes? Personne. Très bien. Bon, bah alors, on peut plus utiliser la friche, il faut bien aller ailleurs. Vous voyez. Donc, toutes les mesures qui sont prises de simplificatrices sont en fait des mesures qui compliquent, et plus ça va, et plus ça complique. Et aujourd'hui, l'industrie a du mal à s'installer aux endroits où elle était autrefois, elle a du mal à s'installer ailleurs, et on l'a simplifié, on a simplifié rien du tout.
Alors, tout à l'heure, Adélaïde disait, en ce qui concerne les charges, on a des feuilles de paye simplifiées au point que plus personne ne les comprend. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un chef d'entreprise qui est capable de comprendre la feuille de paye qu'il envoie à ses salariés. Il n'y en a pas un. Moi-même, je suis président de mes sociétés, je suis incapable d'expliquer à un salarié ce qu'il y a sur sa fiche de paye, parce que ça a été simplifié. C'est assez simplifié, c'est tellement simplifié qu'on ne comprend rien. Donc, il y a tout un ensemble de choses qui conduisent à ce que la bureaucratisation, ce qui a été dénoncé par Arnaud Montebourg, soit en marche de plus en plus. Dès qu'on fait quelque chose... La superstructure, finalement, qui serait pour elle. La bureaucratie domine toujours. C'est-à-dire que vous dites, par exemple, on va dématérialiser, c'est parfait, donc bientôt, vous n'avez plus de documents. Très bien. Et puis, 2 jours après, la banque vous envoie un papier. Certes, vous avez signé là-bas, mais maintenant, il faut re-signer sur le papier, parce que nous, on veut du papier. On a dématérialisé. Donc, on a fait 2 fois. C'est-à-dire, 1, on a signé un papier sur électronique, et 2, on va le re-signer sur du papier. Donc, on a simplifié en doublant. Ouais. Et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une mesure réellement simplificatrice, parce qu'on n'a pas en tête de diminuer les fonctionnaires qui ne sont pas des fonctionnaires régaliens, qui sont les fonctionnaires de base de l'État. On multiplie le nombre de fonctionnaires de contrôle, et pour qu'il y ait des fonctionnaires de contrôle, il faut qu'il y ait des choses à contrôler. Donc on augmente le nombre de contrôles. Et par conséquent, on simplifie, parce que il y a plus de fonctionnaires, donc on est tranquille. Et nous avons le sentiment, nous, chefs d'entreprise, d'avoir en face de nous une armée de gens qui sont là pour, comme le disait Arnaud Montebourg tout à l'heure, et que le disait Pompidou, pour emmerder. C'est-à-dire, en quoi est-ce que nous sommes plus conséquents en environnement, qu'on soit plus conséquents vis-à-vis de notre personnel, plus conséquents en rien. C'est pas en obéissant aux règles de l'administration que nos salariés sont plus contents. On est capable, nous, de faire ça très bien. Par contre, si jamais on a l'introduction de l'administration, à ce moment, on ne sait plus quoi faire. Et moi, le nombre d'endroits où les directions régionales de l'environnement arrivent dans les entreprises et disent voilà ce qu'il faut faire, c'est phénoménal. Mais si jamais on applique tout ce qu'ils disent, ben il faut s'en aller. On n'a plus de possibilité de rester. C'est ça. Alors, Louis Leduf, vous le disiez, puisqu'il faut 10 ans pour construire une usine en France, j'abandonne pour passer de 1 milliard. En 2017, on dit à Louis, si tu veux construire une usine, tu es le bienvenu, et tu es le bienvenu à Liffré, près de Rennes, de façon à pouvoir faire ton usine. Tu es vraiment le bienvenu. Et alors, il fait son siège à Rennes. Il dit, je vais à Liffré, je fais mon entreprise. Et puis, on lui dit, non, mais il faut avoir des permis pour aller à l'endroit. Mais c'est vous qui avez choisi l'endroit. C'est le conseil régional, c'est le maire de Liffré, vous êtes des élus, vous m'avez choisi un endroit. Et depuis 2017 qu'il a choisi l'endroit, il peut pas donner le coup de pioche. Et on est à 2023, il peut toujours pas donner le coup de pioche. Et on lui dit, ah non, vous avez, en fin de compte, il y a de l'eau. Alors l'eau, c'est un autre métier, mais bon, il faut aller. Alors, il y aura l'eau, demain il y aura le crapaud, après-demain il y aura la grenouille. Non, il y aura toujours quelque chose. Au mieux, les travaux ne pourraient commencer avant 2026, ce qui reporterait l'ouverture en 2028, soit plus de 10 ans à avoir pris la décision. Il a commencé en 2017 à dire j'ai envie d'avoir un terrain, montrez-moi un terrain et je vous construis une usine pour 250 millions avec 500 emplois directs et 5000 emplois indirects. C'est ça qu'il dit. Bon, au départ. Et il dit ça, et tout le monde applaudit. Tout le monde applaudit. Mais simplement, une fois qu'on a applaudi, on ne peut pas appliquer. On ne peut pas appliquer parce que l'ensemble a été simplifié. Voilà la simplification. Or, si jamais il a fait la même chose au Portugal, il dit aux gens, est-ce que vous êtes prêts à m'accueillir? Les gens ont applaudi tout de suite, voilà où vous allez, etc. Quelques mois après, c'était fait. Donc, on ne peut pas continuer à considérer
que d'un côté, on nous dit industrialiser le pays, et de l'autre, on nous dit surtout le faites pas parce que c'est pas bien. Injonction contradictoire. Et les injonctions contradictoires, on les a également dans l'ensemble des codes. C'est-à-dire que vous aviez un code du travail que depuis 1910, vous avez, il est épais comme ça, avec c'est des papiers à la Pléiade, là, c'est des papiers. Bon. Puis vous avez le code de l'environnement, hein, qui a 20 ans. Il a le même volume. Vous trouvez tout dans le code de l'environnement, tout et son contraire. C'est-à-dire alors il suffit simplement de choisir le bon endroit, j'applique ce code-là. Ah oui, mais 2 pages après, c'est différent. Ah bah oui, c'est celui-là qu'il faut faire. Bon, et puis alors après, une fois que vous avez fait quelque chose, on vous dit, mais non, c'était pas la page 240 qu'il fallait prendre, c'était la page 250. 250, vous voyez, c'est interdit. Donc c'est ça. Donc les ça a l'air assez kafkaïen ce que vous nous décrivez, mais ce sont le cas avec le Fogg-Prigent, ça se fait penser un peu au film Brasil, vous voyez, Terry Gilliam avec cette administration pléthorique qui régit la vie de tous les citoyens. Chaque citoyen le vit, mais l'industrie, on nous dit, c'est encore pire. Il faut que vous fassiez de l'industrie, mais surtout, vous ne pouvez pas en faire. C'est vrai que c'est polluant. Donc c'est quand même un peu délicat. On pose la question, tiens, à Adélaïde, qui est toujours avec nous, Adélaïde Motte, chargée d'études à l'IREF. Effectivement, sur ce que vient de dire Loïc Le Fogg-Prigent, ces injonctions contradictoires, ou plutôt cet empilement de normes, il est présent, c'est un des blocages. Comment on peut faire? Parce que on dit, tiens, si on fait un choc de simplification, ça va complexifier encore plus. Donc, est-ce qu'il y a des pistes de solutions? Est-ce qu'il y a des propositions du côté de l'IREF? Alors, effectivement, l'un des problèmes de la France, c'est que quand une loi est censée être applicable jusqu'à telle date, à l'issue de quand cette date arrive, il faut faire une nouvelle loi pour abroger la précédente. Vous pouvez pas juste dire, bon, bah, cette loi n'existe plus, terminé, voilà, vous mettez le papier à la poubelle, et puis on vous archive, et puis voilà, c'est terminé. Ça marche pas comme ça, il faut refaire une loi, donc il faut refaire des amendements, il faut refaire des débats, donc c'est sans fin. Et c'est un vrai problème, parce que les réglementations coûtent extraordinairement cher, en effet. Je voulais citer le travail de l'ADP, qui est une société de conseil spécialisée dans les solutions de gestion des ressources humaines. Elle a calculé les coûts de personnel en Europe et la France est championne. Donc, cocorico, c'est fantastique. On va pouvoir avoir une médaille. Donc, pour ça, elle a pris en compte le gestionnaire de paye. On parlait de la complexité du bulletin. Effectivement, ça a été simplifié, on ne comprend plus rien. Mais n'empêche qu'il y a des personnes qui ont travaillé pour ça. Il y a un gestionnaire de paye qu'il faut payer. Il y a des gens qu'il faut payer pour mettre les bonnes informations au bon endroit. Donc, tout ça, ça coûte cher. Pour un résultat fantastique, puisque même les chefs d'entreprise n'y comprennent rien. Après, vous avez la gestion du temps, je viens d'en parler. En plus, la saisie est encore souvent manuelle, comme Loïc Le Fogg-Prigent l'expliquait. Donc, tout ça, ça prend du temps, ça prend du matériel. Vous avez la gestion administrative, vous avez le coût de la formation, et pour terminer, vous avez la fiabilité et la sécurité. Les RGPD, où vous cliquez sans même regarder, il faut quand même des gens pour réfléchir au texte, pour vérifier que c'est fait, tout ça, ça coûte cher. Un chiffre, en avril 2020, vous avez eu 181 textes nouveaux réglementaires qui sont parus en Europe, notamment pour protéger les salariés. Oui. 37% étaient en France. Ah oui, quand même. La France a produit un tiers de l'ensemble des textes réglementaires parus en Europe pour le Covid-19. Donc voilà, on a vraiment une obésité réglementaire. La solution, le Fogg-Prigent l'a expliqué assez bien, c'est qu'en fait, on a c'est déjà de dégraisser la fonction publique, parce qu'en fait, vous avez trop de fonctionnaires qui ne savent pas vraiment ce qu'ils font, parce que vous avez quand même 80% des fonctionnaires qui ne savent pas quel est leur travail et qui ne trouvent pas de sens dans leur travail. Donc bon, sauvons ces malheureux. Et comme vous avez une obésité de la fonction publique, vous avez une obésité administrative derrière, puisque tout le monde justifie son travail. Justifie son travail, exactement. Ouais. Donc, il faut bien s'occuper. La première chose à faire, c'est de dégraisser tout ça, et après vous allez découvrir qu'il y a plein de textes réglementaires qui en fait ne servent à rien. Et en plus, abroger les lois qui sont, justement, on expliquait que dans le Code de l'environnement, vous avez des lois qui se contredisent. Il faut tout simplement qu'on puisse abroger une loi et qu'elle n'existe plus et qu'elle aille aux archives. Je vous invite à lire un projet de loi. C'est surréaliste, c'est rigoureusement incompréhensible. C'est à chaque fois marqué, un projet de loi, c'est alors à telle loi, article temps, alinéa temps, vous remplacez tel mot par tel mot. Vous ne pouvez pas simplement dire, bon, cet article n'existe plus, on est remplacé par celui-là, point. Ouais. Et comme ça vous dégraisse un peu. Donc vous avez si jamais on avait une loi à regarder, faut faire un état des lieux, on prend une loi. Alors on prend, est-ce que dans la loi dernière, climat et résilience, la dernière loi qui a été de l'Assemblée nationale précédente, qu'est-ce qui s'est passé?
est-ce que cette loi a de l'efficacité et est-ce qu'elle est en contradiction avec d'autres textes? C'est magnifique comme loi. C'est magnifique. C'est-à-dire qu'effectivement, avec cette loi, on ne fait plus rien. C'est-à-dire vous allez voir un maire et il vous dit bah non, moi je ne peux rien faire chez vous, on peut rien faire chez moi. Et donc, alors on en vient à dire est-ce que à l'Association des maires de France, est-ce que vous pouvez nous dire à quel endroit on peut s'installer? La réponse est n'existe pas. Okay. Et on a bien vu, à contrario, c'est-à-dire que lorsque le gouvernement a décidé, à tort de mon point de vue, de fermer la centrale de Fessenheim, on a dit on va mettre des gens sur le terrain de la centrale de manière à poursuivre l'activité. On a mis une mission pour aller dans cette ville pour dire voilà ce qu'on va faire. Il y avait un terrain. Et puis au moment où la loi climat et résilience est arrivée, on s'est aperçu qu'il s'appliquait à ce terrain et que par conséquent on ne pouvait plus rien faire. Par conséquent, la mission qui était chargée de réindustrialiser Fessenheim est partie dans la plus grande tranquillité, puisque elle n'était sans objet compte tenu du texte qui venait d'être voté. Le nombre de choses comme ça que nous avons sous les yeux est étonnamment important. Et nous n'avons pas la capacité, semble-t-il, de regarder un texte de loi en se demandant s'il est contradictoire avec le texte précédent ou pas. Or, c'est fondamental, on a une Assemblée nationale, on a un Sénat, on a des gens qui travaillent, on devrait avoir une étude d'impact sur chaque loi. C'est vrai qu'on a quel est l'impression l'impact sur l'industrie? Quel est l'impact sur l'industrie? La loi climat et résilience, c'était une loi de communication au peuple en disant nous sommes les meilleurs sur l'environnement. Ok, nous sommes les meilleurs. Simplement, quelle est la conséquence sur l'agriculture? Quelle est la conséquence sur l'industrie? Là, j'ai le regret de vous dire que ça n'existe pas. C'est justement ce qu'on veut faire à Grignon, c'est-à-dire à Grignon, c'est un cadre magnifique pour créer un think tank de niveau international qui rassemble les experts du monde entier de plus haut niveau, de façon justement d'abord à se faire rencontrer des gens qui n'ont pas l'habitude de s'écouter. Donc, en entrant à Grignon, ils laissent tomber leur armure et ils s'écoutent et aussi étudier les impacts, parce que tu as totalement raison, Le Floch. Je pense que quand on fait en France des lois, on étudie rarement les impacts. Et ça, il faut, dans l'agriculture comme dans l'agroalimentaire, où c'est des investissements, quand on prend des orientations, c'est pour 5 ans, 10 ans, 20 ans, il faut absolument faire des études d'impact. Ben oui, quand moi, les agriculteurs chez moi en Bretagne me disent on peut plus faire de pommes de terre, on dit non, on a enlevé le pesticide, alors on va plus pouvoir faire de pommes de terre. Ne pas faire de pommes de terre en Bretagne, c'est incroyable, c'est une histoire de fou. Bien, la pomme de terre est un élément essentiel de la nourriture du breton depuis des siècles. Alors, il y a un autre élément qui m'a beaucoup frappé dans l'intervention d'Arnaud Montebourg, c'est sur la qualité du travail. Bien sûr. Et effectivement, de voir des jeunes, et ça à AgroParisTech, l'école d'ingénieurs d'agro, on le constate, on voit beaucoup de jeunes qui ont de moins en moins d'appétence pour entrer dans des grands groupes, mais qui veulent être maîtres de leur propre destin. Et le nombre de start-up qui se créent dans la filière agroalimentaire, c'est fantastique. Énorme. Et à Grignon, on voudrait, avec l'école AgroParisTech et la fondation AgroParisTech, créer un grand incubateur pour rassembler toutes ces startups. Là, il y a une énergie considérable qui se développe et des gens qui travaillent. Là, c'est vraiment... Et comme disait Arnaud Montebourg, je veux dire, 14 ans voilà, par jour. Parce qu'ils travaillent pour eux. Il faut, si on veut conserver un État généreux, il faut qu'on bosse. Et je pense qu'il y a des tas de jeunes, il y a énormément de jeunes qui vraiment veulent bosser, mais qui veulent bosser avec du sens à donner à leur vie. Mais il faut que l'État les laisse bosser. Absolument. Or, donc, on ne demande pas à l'État qui nous donne des chèques, des subventions, des machins, des aides. Ça, c'est hors sujet. Enfin, ça, en plus, c'est notre argent qui est distribué n'importe comment. On demande simplement qu'ils nous laissent travailler. Et je crois que le secteur des entreprises aujourd'hui est capable de dire voilà ce qu'on peut faire. Et Grignon en est un merveilleux exemple. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont dit voilà, on a envie de faire ça. Maintenant, laissez-nous travailler et laissez-nous monter les opérations et ne nous mettez pas des contraintes dans tous les sens. Ne raquettez pas ces jeunes qui vont avoir envie de faire des choses, parce que
le racket est merveilleux quand on fait une entreprise en France. On commence par vous dire, voilà, vous avez les cotisations URSSAF, les cotisations ci, les cotisations ça. On n'a pas gagné un euro, déjà il faut payer plein de trucs. C'est merveilleux. Le racket commence dès l'origine. Le racket de la simplification. Le racket. Bon. Et laissez-nous travailler, et laissez travailler des équipes comme celle de Grillon, mais il y a beaucoup d'autres sur le territoire, des associations, entreprises, qui sont en train d'essayer de faire en sorte de donner ça fait 4 ans qu'on travaille sur le projet. Ça fait 4 ans qu'on travaille sur le projet. Je sais. Et on n'a toujours pas de décision des ministères. Oui, c'est ça. Et on ne sait même pas. C'est-à-dire, laissez-nous travailler. Pas pourquoi ça bloque. Non, vous comprenez ce qu'on dit. Laissez-nous travailler. On a des initiatives, on fait des choses. Ceci est pour le bien du pays. Et pourquoi vous nous emmerdez? Et c'est parce qu'en fin de compte, pas de nous donner l'autorisation, c'est nous emmerder quelque part. On dit, est-ce qu'on a droit? Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Est-ce qu'on va pas avoir un contrôle de ci ou de ça qui va nous tomber dessus? On a le projet, on a le financement, on a les partenaires, on a la mobilisation de 50 000 ingénieurs, on a l'école AgroParisTech, on a tout et on attend depuis 4 ans. Voilà. Et le site, il y a 20 personnes sur le site. Et comme vous l'avez très bien dit, c'est simplifié. Ouais. Ça doit être une mesure de simplification. Il nous reste quelques minutes, messieurs, dames. On va faire agir Adélaïde justement sur ce qu'on vient de dire sur là justement l'engagement aussi. C'est vrai qu'on n'a pas l'impression que les gens ne veulent plus travailler, mais on travaille aujourd'hui différemment. Là aussi, Adélaïde, est-ce que vous avez noté des changements justement depuis peut-être cet épisode de crise sanitaire avec voilà des jeunes, des moins jeunes qui ont envie de travailler différemment, plutôt à leur compte? C'est des choses que vous observez également? En fait, le premier gros changement, Sophie m'entend en parler, c'est sur le télétravail, en fait, très simplement. Oui. Parce que les gens se sont rendus compte qu'ils avaient envie de fuir les villes, qu'ils avaient envie de passer plus de temps avec leur famille, etc. Et donc, ils se sont rendus compte que les transports, c'était un vrai problème pour ça. Et donc, ils commencent, oui, effectivement, c'est depuis à peu près le Covid qu'on a une vraie généralisation du télétravail. Ça commençait avant. Mais c'était que dans certaines entreprises, que dans certains grands groupes, on avait 1, peut-être 2 jours de télétravail. Aujourd'hui, il y a certaines entreprises qui en proposent carrément 3. Ça vient du Covid. Le télétravail a plein des avantages et des inconvénients. L'un des inconvénients étant qu'on peut plus difficilement nouer des liens avec l'équipe. Je le vois très bien d'ailleurs, là actuellement. Oui, vous avez l'air bien. Vous êtes toute seule, c'est ça, dans votre. Vous êtes chez vous peut-être? Alors moi, en fait, je suis revenue de congé lundi, donc j'ai appris qu'il y avait un colloque hier, et en fait, je pouvais pas faire garder ma fille en une journée, quoi. Enfin, donc c'est pas possible. Donc on m'a proposé le. Donc merci de nous rejoindre déjà et de votre organisation, qui est permis effectivement. Ça bouleverse aussi les usages. Mais il paraît que c'est une des premières questions maintenant qu'on pose aux chefs d'entreprise en l'emploi, c'est est-ce qu'il y a du télétravail? Mais non seulement c'est une des premières questions, mais en plus ça fait partie déjà des critères que vous pouvez mettre quand vous cherchez un emploi. Vous pouvez mettre télétravail, hybride, etc. Ça fait partie des critères qui sont presque systématiquement précisés dans les offres d'emploi. Vous avez soit hybride, télétravail 1, 2, 3 jours par semaine, comme je vous ai dit, ou seulement en présentiel, c'est précisé maintenant. Donc c'est un vrai changement qui veut pas forcément dire que les gens ont plus envie de travailler, mais plutôt qu'ils ont envie d'avoir plus en fait, qu'ils ont envie de se mettre au vert, sans pour autant, parce que bon, effectivement, dans certains villages, c'est un peu compliqué de travailler si vous faites de la communication ou si vous êtes ingénieur en cybersécurité ou que sais-je. C'est parfois compliqué dans un village au fin fond du Larzac. Donc, vous faites du télétravail. Donc, c'est l'une des caractéristiques majeures. L'autre caractéristique étant qu'on s'est rendu compte que en fait, il y a certaines personnes qui ont dû arrêter de travailler parce qu'elles ne pouvaient pas travailler en confinement et qui se sont rendues compte qu'en fait, elles n'aimaient pas leur travail. Vous avez du chômage partiel. Pendant ce chômage partiel, ils se sont dit « Ah, mais au fait, j'aime pas ce que je fais. » Donc, c'est pour ça que vous avez une recherche de sens dans le travail qui existait déjà avant avec les questions sociales et environnementales, mais c'est en fait le Covid-19, ça a agi comme catalyseur. D'accord. On s'est rendu compte de ce qui existait déjà avant. Et effectivement, ça demande aux chefs d'entreprise de changer certaines façons de faire. Oui. Après, vous avez aussi il n'y a pas que le Covid-19 en fait, il y a aussi beaucoup de. Je suis d'une génération qui a été biberonnée à la crise environnementale depuis au moins le collège. Donc, à force, au bout de 10 ans, ça finit par faire son effet. Et vous finissez par vous dire, je ne veux pas travailler dans un grand groupe parce que le grand groupe pollue. Bon, c'est vrai, c'est pas vrai, peu importe. D'ailleurs, on sait que c'est pas vrai ici. Mais enfin, c'est plus compliqué que ça. Mais il n'empêche qu'on a été biberonné à ça. Donc, derrière, vous avez des jeunes qui disent, je ne veux pas travailler ici, je veux être agriculteur au fin fond du Larzac. Et après, ils vont apprendre qu'en fait, c'est pas si simple que ça.
et qu'en fait, bon, les grands groupes sont pas si sataniques que ça. Mais ça va. Mais bon, il va falloir. On est un peu dans le temps de la prise de conscience de ma génération, de la prise de conscience professionnelle, d'une génération qui a fini d'être éduquée, qui a fini d'être d'une certaine façon un peu endoctrinée par certains côtés, et qui maintenant va se rendre compte de ce que c'est que la vraie vie. Ouais, je pense que ça continue dans les programmes scolaires. C'est vrai qu'il n'y a pas une matière où on n'en parle pas. Et c'est des fois un peu angoissant. Il y a même des enfants qui sont assez angoissés par ce qu'on leur promet. Voilà, on avait d'autres soucis. Je pense que chaque génération a aussi ses perturbations. Oui. En tout cas, on a fait un petit peu le tour sur cette table ronde, sur ce qu'il faut réparer et comment. En conclusion, en synthèse, c'est vrai qu'inflation normative, comment l'arrêter? Ça paraît compliqué. Loïc Lefebvre-Prigent nous l'a dit, à chaque fois qu'on essaye de simplifier, on en rajoute une couche. On a quand même des pistes, peut-être diminuer cette superstructure administrative qui roule un peu pour elle-même, qui s'auto-entretient, qui doit peut-être se justifier, comme le salarié. Un examen, comme l'a dit très bien Hervé, des lois avec des gens indépendants, j'espère à Grignon et ailleurs, en disant écoutez, voilà, vos textes sont contradictoires, par conséquent, retournez à l'Assemblée et essayez de faire quelque chose de cohérent. C'est la cohérence qui est importante. Ouais. C'est l'incohérence conduit à ce qu'après, il y ait des conflits, il y ait des jugements, chacun trouvant une page qui lui convient. Donc c'est ça le sujet que nous avons à traiter. Et contre la politique de communication volontaire des politiques qui dit ça fait plaisir, alors allons-y. Alors il va, ça fait plaisir. Alors, sans peut-être, vous l'aviez dit, mesurer les effets concrets sur le terrain et puis comme proposer. Et là, sur le télétravail, que vient d'annoncer Adélaïde, il est clair que ce qui est vrai d'un certain type d'entreprise n'est pas vrai de l'autre. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne l'agriculteur comme l'industriel, le télétravail, c'est... Non, alors lorsqu'on entend des gens dire il faut que vous ayez 5%, 10%, 20% de télétravail au Tronta, on est là, mais de quoi vous parlez? De quoi vous parlez? En quoi est-ce qu'un maîtreur-régleur ou un individu sur ou un homme de la maintenance va pouvoir télétravailler? C'est pas possible. Ça va pas être les prochaines inégalités. Donc il y a une mauvaise conception à l'intérieur des organes administratifs, parlementaires et politiques de ce qu'est vraiment l'entreprise et surtout de ce qu'est l'industrie aujourd'hui. Voilà, dans un instant, on continue effectivement la table ronde, une deuxième table ronde pour valoriser, conserver nos entreprises en France. À quel prix? Restez avec nous. En tout cas, on félicite et on remercie à distance Adélaïde Motte. Merci d'être resté avec nous et d'avoir répondu à ce colloque un petit peu en dernière minute. Merci à Loïc Lefebvre-Prigent et à Hervé Le Sen. Comment expliquer la panne de production française? Un colloque éthique en partenariat avec Web Radio Édition, mercredi 14 juin 2023.